arrêté à ça, c'est ça? Oui. Oui, à cette diapo et cette diapo et le CG normal. Bien, j'étais ici. Bien, parfait. Donc, après avoir produit le CG, on va commencer à l'interpréter. Et on va essayer de suivre un petit peu comme ça des étapes dans l'ordre. On va adopter une certaine méthodologie dans l'interprétation, en fait, pour ne rien oublier, pour être un petit peu exhaustif. Alors, ça va être quoi la première étape quand vous produisez un ECG? Ben, c'est quoi le premier réflexe à faire, à votre avis? Vérifier Mhm. s'il est bien interprété, qu'il n'y a pas de trémulation. Très bien, la qualité. Mais avant même de faire ça, il va falloir le nommer. Alors, c'est-à-dire quoi le nommer? C'est-à-dire il faut écrire clairement le nom et prénom du patient. Alors, ça paraît rien comme ça, ben, ça paraît juste un détail, mais c'est extrêmement, extrêmement important. Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est un document. C'est un document du patient et c'est un document qui va rester. Voilà. Or, avoir un document qui n'est pas nommé, ben, va lui faire perdre un petit peu toute sa valeur. Bien. Alors, je vais vous donner un exemple pour illustrer un petit peu l'importance de ça, de cette étape. Alors, moi, je me rappelle d'un patient chez lequel, euh, qui était hospitalisé, qui avait un dossier. Un dossier. Alors, dans le dossier, il y avait des observations, des échos, un bilan, tout ça. Il y avait plein de CG dans son dossier, des CG qui sont présumés appartenir au patient. Alors, sur tous ces documents, tous ces ECG, il y avait son nom. Il y avait quoi? Il y avait un bloc de branche gauche. Voilà. Il y avait sur l'électron un bloc de branche gauche, en fait. Bien. Un bloc de branche gauche, ça signifie quoi? Ça signifie que l'une des deux branches du faisceau de His, hein, qui est la branche gauche, ne conduit pas, ne conduit plus. Bien. Sur un électro, un ECG, un autre, qui était dans son dossier, mais qui malheureusement ne portait pas son nom. Il y avait non pas un bloc de branche gauche, mais un bloc de la branche droite. Bien. Et donc ça, c'est un petit peu troublant. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir deux cas de figure. Soit l'ECG qui n'est pas nommé appartient réellement au patient, c'est le sien. Et donc ce patient ferait par moment un bloc de branche gauche et par moment un bloc de branche droite. C'est possible, mais c'est grave. Et là, ça nécessite l'implantation d'un pacemaker. Ben, parce que quoi? Parce qu'il y a un risque de mort subite. Deuxième cas de figure, eh bien, l'ECG qui n'est pas nommé n'appartient pas au patient. Il a été glissé par erreur. Et donc, il ne fait pas de bloc de branche droit. Il a uniquement un BBG, un bloc de branche gauche. Auquel cas, il ne nécessite pas de pacemaker. Vous voyez que finalement, la communauté à tenir, la sanction thérapeutique va être extrêmement, extrêmement différente. Ben, si l'ECG qui n'est pas nommé appartient au patient ou pas. Et vous aurez fait quoi à notre place si vous avez eu ce même cas de figure? Qu'est-ce que vous pourrez proposer? De On refaire refait le le... CG. Alors, refaire le CG ne va pas vous apporter grand-chose parce qu'il peut y avoir un bloc de branche droit paroxystique. S'il n'existe pas maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé auparavant. Un Holter ECG. Oui, un notaire ECG, il peut passer à côté d'un bloc de branche paroxystique s'il ne survient pas pendant l'enregistrement Holter. Et la question ECG de est, 24 heures. oui, mais même, c'est la même chose. La question est-ce que ce patient a fait intenter un BBD ou pas? S'il a fait intenter un BBD, il faut placer un pacemaker. Rien ne dit qu'il va le refaire. Vous saisissez un petit peu l'impasse? Oui. Ouais. Et là, vous voyez que le fait de ne pas avoir juste un ECG nommé nous place dans une situation extrêmement préoccupante, extrêmement malaisante. Voilà. Donc, si je considère que c'est sans tracé, qu'on a juste oublié de mettre le nom, ben, il faut que je lui place un pacemaker. Mais placer un pacemaker, c'est pas rien, c'est coûteux, ça peut avoir des complications. Si je considère que finalement, c'est pas son ECG, il a été mis par erreur, ben, je ne place pas de pacemaker. Mais si c'était
pas le cas, ben, il pourrait faire une mort subite. Vous voyez que c'est extrêmement dérangeant. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait nous? Ben, dans le doute, on a placé un pacemaker, ben, voilà, parce qu'on a cassé le plus grave, mais on a fait un petit peu voilà, la main forcée. Oui, ben, c'est clair, on l'a placé, mais peut-être que finalement, on a placé un pacemaker pour rien à ce patient. Vous voyez toutes les difficultés que peuvent engendrer un simple ECG qui n'est pas nommé. Voilà. Il faut absolument éviter cela parce que les documents peuvent se mélanger, n'est-ce pas? Et la première des choses, après avoir fait un électrocardiogramme, c'est de le nommer. Voilà. En faites-le tout de suite. Hein. Dès qu'il sort, vous écrivez clairement le nom et le prénom du patient. Soit vous prenez un stylo, vous l'écrivez sur le tracé, soit actuellement, les appareils d'ECG comme ça ont une imprimante, ils ont un écran, ils ont même un clavier et vous pouvez écrire, introduire à travers ce clavier le nom du patient et c'est l'appareil lui-même qui va vous l'imprimer. Si l'appareil ne le fait pas, faites-le vous-même manuellement, c'est la même chose, mais faites-le immédiatement. Et donc, la première étape d'un ECG, c'est de faire quoi? C'est de le nommer. Après l'avoir nommé, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Écrire l'âge. Exactement, oui, l'âge de patient. Alors, si je le nomme, j'ai l'âge du patient. Hein, voilà. Ah, ça, c'est une information que je peux récupérer par la suite. Mais pas le nom. Ah, ben, La si on date de demande, naissance. La date de bravo, il faut le dater exactement. Il faut précisément le dater avec la date précise et même l'heure précise à la minute près. Alors, pourquoi c'est important de faire ça? Ben, parce que, encore une fois, je peux être amené à interpréter plusieurs électrodes, non pas un seul, mais plusieurs ECG d'un même patient. Et interpréter plusieurs ECG va me faire apercevoir quoi? Un petit peu l'évolution de ces tracés, l'évolution électrique. Bien. Et l'évolution électrique peut être déterminée uniquement en plaçant les ECG en ordre chronologique. Ben, sinon, je n'ai aucun moyen de percevoir cette évolution. Exemple, imaginons que j'ai sur un électro un sus-décalage du segment ST, qui est un signe d'ischémie sévère, c'est un signe d'infarctus. Et que sur un autre, je n'ai pas ce sus-décalage. Eh bien là, il va y avoir aussi deux cas de figure. Soit celui-là est le premier et celui-là est le deuxième. Et là, le patient est en train de faire quoi? Ben, s'améliorer. Soit au contraire, c'est le CG normal qui est le premier et le pathologique qui est le deuxième. Et là, le patient est en train de s'aggraver. Vous voyez? Mais si je n'ai pas l'heure et la date précise, je ne peux pas connaître l'évolution électrique. Je ne peux pas savoir si mon patient est en train d'évoluer favorablement ou au contraire est en train de s'aggraver. Donc, deuxième étape, après avoir nommé le CG, le dater avec heure précise à la minute près. Pourquoi à la minute près? Parce que les modifications électriques, les anomalies électriques peuvent apparaître d'une manière extrêmement rapide. Voilà, ça peut apparaître d'une minute à l'autre. C'est pour ça qu'il faut avoir l'ECG précisément daté avec l'heure précise à la minute près. Est-ce que vous comprenez un petit peu l'utilité de la chose? Donc, la première étape, c'est identifier le nom, prénom et l'âge du patient. Et deuxièmement, dater l'ECG avec l'heure précise. Étape importante. Très bien. Parfait. Alors, troisièmement, on va vérifier l'étalonnage. Bien. Alors, est-ce que cet électrocardiogramme vous paraît bien? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le nom. Donc, est-ce qu'il est daté? Oui. Oui, exactement. Et donc, c'est l'ECG de monsieur. Monsieur qui? MK. MK, exactement. Et si c'est qui, monsieur MK? En fait, c'est Mouchen Kamel. Hein? Voilà. En fait, c'est son propre CG. C'est son propre CG. J'espère pour lui qu'on ne va pas trouver d'anomalie, sinon on va l'appeler. Et le CG a été également daté. Il a été fait le 16-12-2015. À quelle heure précise? 8h22 du matin. Et ça, là, ça vous offre quoi comme information?
Bah, que Mouchen Kamel est très matinal, hein, puisqu'il est venu à 8h22 pour faire un ECG. Bah, il faut tirer le maximum d'informations. Donc, après avoir nommé, daté précisément le CG, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie l'étalonnage. Alors, c'est quoi l'étalonnage? Qui peut m'expliquer ce que c'est? C'est l'unité. Unité de quoi? L'unité de temps et de l'amplitude. Exactement. Ah, c'est un peu ça, mais bon, est-ce que tu peux être plus précise? Café? Par exemple, de préciser combien de petits carreaux correspondent en millisecondes et sur l'axe des abscisses et combien de petits carreaux en millivolts sur l'axe des... Exactement, voilà. C'est exactement ça. Bien que Rania a mieux exprimé ça, Rania nous dit échelle de conversion. Ben, c'est précisément ça. En fait, l'étalonnage, c'est l'échelle de conversion. Mais conversion de quoi? Très bien. En fait, l'électrocardiogramme, c'est un graphe. Vous êtes d'accord ou pas pour dire que c'est un graphe? Oui. Très bien. Un graphe qui est dessiné. Dessiné sur quoi? Sur du papier. Dessiné sur du papier millimétré. Hein? Et donc, j'ai une feuille de papier millimétré. Voilà, le format A4 ou moins. Voilà. Et sur ce papier millimétré, j'ai un graphe. Très bien. Et ce graphe dessine quoi en fait? Ben, elle dessine l'activité électrique du cœur par rapport au temps. Mais moi, quand je mesure les ondes des graphes, que ce soit leur durée ou que ce soit leur amplitude, ben, je mesure quoi sur le papier? Ben, je mesure des millimètres, n'est-ce pas? Ben, que ce soit sur l'axe horizontal ou l'axe vertical, je mesure des millimètres. Donc, je peux vous dire que le QRS fait 10 millimètres parce que j'ai pu le mesurer. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Oui. Mais ce graphe qui est imprimé en millimètres représente quoi? Représente l'activité électrique du cœur en quelle unité? Millivolts. Donc, sur l'axe horizontal, qu'est-ce qui se passe? Les millivolts sont exprimés, dessinés en millimètres. Plus les millivolts augmentent, plus le 200 mm augmente, plus l'onde sera ample. Moins grand seront les millivolts du QRS, moins grande sera l'onde en millimètres. Et l'étalonnage, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que l'échelle de conversion qui vous convertit quoi? Les millivolts en millimètres. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, l'appareil a détecté des millivolts, il me les a imprimés sur le papier millimétré sous forme d'onde en millimètres en utilisant obligatoirement une échelle de conversion qui le fait passer des millivolts vers les millimètres. Vous suivez ou pas? Oui. Oui. Alors, est-ce qu'une seule échelle suffit? Non, pour deux. Ou est-ce qu'il faut une deuxième? Oui, pour la durée. Oui, exactement. Une deuxième pour l'axe horizontal, pour les durées des ondes et des intervalles. Pourquoi? Parce que moi, je peux mesurer la durée de l'onde P. Et si je la mesure sur papier millimétré, je suis en train de mesurer quoi? Aussi des millimètres. Je peux dire que l'onde de P a une durée de 2 millimètres sur cet électrocardiogramme. Mais l'appareil m'a exprimé quoi? Une durée sur l'axe horizontal. N'est-ce pas? Et donc là, il me faut un deuxième chiffre de conversion. Conversion de quoi? Ben, les secondes ou les millisecondes en millimètres sur l'axe horizontal. Vous me suivez? Voilà. Oui. Et donc, je peux imprimer un électrocardiogramme pour n'importe quelle activité électrique du cœur en utilisant un certain étalonnage. Je peux même le modifier l'étalonnage, hein, ce qui va modifier bien sûr l'aspect de l'électro. Et donc, nous, on va faire quoi? On va utiliser plutôt un étalonnage standard. Bien. Alors, l'étalonnage standard, celui qui est le plus utilisé par défaut, on va dire, il me dit que la connexion est de mauvaise qualité. Est-ce que je peux couper la vidéo? Ça ne vous ennuie pas? Est-ce que la réception est toujours bonne? Je sais que l'après-midi, la connexion se ralentit un peu. Oui, on vous entend très bien. Ah, très bien. Et l'image est transmise très bien? Oui.
Oui, ça va. Parfait. On continue. Parfait. Bien. Et donc, l'étalonnage standard, c'est celui-là. Voilà. C'est celui qui est utilisé en standard. Eh bien, 25 millimètres correspond à 1 seconde. Bien. Et ça, sur quel axe? La horizontale ou la verticale? Horizontal. Horizontale, exactement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si vous prenez 25 millimètres, c'est-à-dire quoi 26 millimètres? C'est 1, 2, 3, 4, 5 gros carreaux, hein, puisque un gros carreau fait 5 millimètres et un petit carreau fait 1 millimètre. Donc, vous prenez 5 gros carreaux, ça correspond à quoi? À 25 millimètres, c'est-à-dire 5 fois 5. Et là, ça correspond à quoi? À 1 seconde. C'est-à-dire, entre l'enregistrement de ce QRS et 1, 2, 3, 4, 5 et ce QRS, il y a eu combien de temps? 1 seconde. Vous me suivez? Oui. Vous Oui. pouvez répéter? Bien sûr. Je continue, ensuite je vais répéter. Et sur l'axe vertical, en étalonnage de cet axe, c'est quoi? C'est 10 millimètres. 10 millimètres, c'est 2 gros carreaux. Hein. Correspond à quoi? À 1 millivolt. Voilà. Oh là là, il y a quelqu'un qui m'appelle 2 secondes. Hein. Donc, regardez par exemple en D2. Il a détecté l'électrocardiogramme, il a détecté un QRS, qui est celui-là, dont l'amplitude est de 1 millivolt. Et bien, il me l'a dessiné, il me l'a imprimé sur l'électrocardiogramme en utilisant l'échelle. 1 millivolt égale à 10 millimètres. Et donc, quelle amplitude va avoir le QRS? Eh bien, il va avoir l'amplitude de 2 gros carreaux, c'est-à-dire 10 millimètres. Là, en D1, il a détecté quoi? Il a détecté un QRS qui fait 0,5 millivolts. Et donc, il va me le dessiner sur du papier millimétré. Et le QRS fera quelle amplitude? Donc, 10 0,5. millimètres, exactement. 10 millimètres, ça fait 1 millivolt. Et bien, si c'est 0,5 millivolts qui a été détecté, il le dessine en utilisant combien? Juste 5 millimètres. Vous suivez ou pas? Oui, docteur. Très bien. Alors, quelle est l'utilité de cela? Quelle est l'utilité de connaître cet étalonnage? Après tout, il est standard. Pourquoi s'embêter avec ça? Eh bien, tout simplement parce que l'étalonnage, on peut le modifier. Et donc, je peux faire la chose suivante. Je peux réimprimer le même tracé en utilisant quoi? Non pas 10 mm, c'est-à-dire 1 cm pour 1 millivolt, mais 20 mm pour 1 millivolt. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais imprimer le même électrode du même patient, mais toutes les ondes auront augmenté, auront doublé d'amplitude. Pourquoi? Parce que quand je détecte 1 millivolt cette fois-ci, il ne va pas me dessiner juste 10 mm, mais il va me dessiner combien? 20. Vous suivez ou pas? Oui. Oui, très bien. Alors, là où les choses se compliquent, c'est que on peut vous exprimer les normes en millimètres. Mais ce qu'on ne vous dit pas en exprimant les normes en millimètres, c'est que ces normes sont en étalonnage standard. Est-ce que vous pouvez utiliser les normes en millimètres? Oui, à condition que le CG soit en étalonnage standard. Si vous modifiez l'étalonnage, vous ne pouvez plus utiliser ces normes. Vous devez d'abord les convertir avant de les utiliser. Je m'explique ça. Imaginons qu'on me dit la chose suivante. Je prends un livre de CG, je l'ouvre, je suis en train de lire, me documenter sur le CG, et on me dit que la normale de l'amplitude du QRS en D2 doit être inférieure à quoi? À 20 mm. La normale. C'est-à-dire si j'ai un QRS
dans l'amplitude en D2 est inférieur à 20 mm, c'est qu'il est normal. Bien. Alors, moi, je vais voir si mon ECG, celui-là, est normal. Donc, je vais faire quoi? Je vais d'abord vérifier est-ce que cette norme est respectée. Donc, je vais aller mesurer le QRS en D2. Je trouve quoi? 10 mm. Donc, pour voir ce que le QRS en D2 est normal. Oui, puisque j'ai trouvé 10 mm. Et la norme me dit que ça doit être inférieur à 20 mm. À condition, donc mon raisonnement est juste, et je conclus que cet ECG est normal, à condition que quoi? Que l'ECG a été fait en étalonnage standard. Pourquoi? Parce que la norme, quand elle est exprimée dans les documents, elle est exprimée en millimètres en étalonnage standard. Donc, je peux comparer ce qui est comparable. Vous suivez ou pas? Oui. Oui? Oui, docteur. Est-ce que c'est clair ou là c'est flou? Oui, c'est clair. C'est clair. Donc, imaginons par exemple que j'enregistre un ECG non pas en 10 millivolts enfin 10 mm pour 1 millivolt, mais 5 millivolts pour 10 mm. Ça, j'ai divisé l'étalonnage par 2. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Donc, au lieu de mettre 10 mm par millivolt, je mets juste 5 mm par millivolt. Qu'est-ce qui se passe? Il va m'enregistrer le même tracé, mais toutes les amplitudes ont été divisées par 2. Parce que quand il trouve 1 millivolt, il ne va pas me dessiner 10 mm, mais juste 5. Ça, j'ai modifié l'étalonnage en amplitude en divisant par 2. Vous me suivez ou pas? Oui. Oui, docteur. Très bien. Parfait. En utilisant cet étalonnage, non pas de 10 mm, mais de 5 mm, j'obtiens un QRS, par exemple, en V2 qui est de 10 mm. Est-ce que je peux utiliser la norme que j'ai lue sur le bouquin, qui est une normale inférieure à 20? Non. Parce que la norme est exprimée en millimètres. Je ne suis pas dans l'étalonnage standard. Et la question que je dois me poser, c'est que c'est 5 mm en demi-étalonnage, ou là c'est 10 mm plutôt que j'ai enregistré en demi-étalonnage, correspondent à combien de millimètres en étalonnage standard, à votre avis? Donc, je répète, là je suis en 5 mm par millivolt, donc c'est un demi-étalonnage, et toutes les ondes rapetissent de moitié. On multiplie par 2. 10, je dois faire quoi? Multiplié par 2. Les Par deux, amplitudes. exact. Voilà. Donc, le QRS est de 10 mm en D2. C'est parce que l'étalonnage a été enregistré en moitié. Et donc, le véritable QRS, si je le refais dans un standard, va pas être de 10, mais de 20. Donc là, j'ai un QRS qui est de 20. La norme, c'est inférieur à 20. C'est un QRS qui est pathologique. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris un petit peu le principe? Vous Oui, pouvez docteur. répéter le dernier point, s'il vous plaît? Bien sûr, je vais répéter autrement. Où le souci, ou d'où vient le souci, ou d'où vient la source que vous allez apprendre la suite des normes. On va vous donner plein de normes. Excusez-moi 2 secondes. Je peux te rappeler. Allô? Allô? La source est la suivante. C'est que vous allez avoir plein de normes. C'est pour savoir si le CG est normal ou pas. On va vous donner plein de chiffres. La durée TLPR, l'amplitude de P, l'amplitude du QRS. Et ces normes sont exprimées en général en millimètres. Mais ils sont exprimés en millimètres en étalonnage standard. Voilà, c'est-à-dire que quand vous lisez sur un livre de CG, on vous dit que l'onde de P doit mesurer 2 mm en D2, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que 2 mm en étalonnage
standard. Donc, si votre CG a été enregistré en étalonnage standard, il n'y a aucun souci. Les normes peuvent être directement utilisées. Si par contre, votre CG a été enregistré dans un étalonnage modifié, vous devez d'abord convertir les millimètres sur votre électromodifié en millimètres en étalonnage standard pour pouvoir comparer aux normes. Et si vous ne faites pas ça, vous allez faire une erreur d'appréciation. Est-ce que vous avez compris le principe? Ah, ça c'est une bonne question, Zohra. Pourquoi on change l'étalonnage? Eh bien, je peux être amené à faire ça. Imaginons j'ai envie de mesurer l'onde de P en V5. Vous la voyez l'onde P en V5 ou pas? L'onde P, elle est là. Ah, elle est. Mais elle est trop petite, elle est écrasée. Et j'ai énormément de mal à la mesurer. Est-ce que je peux l'agrandir? Oui. Oui, comment je peux l'agrandir? En changeant l'étalonnage. En modifiant l'étalonnage. Donc, je ne vais pas mettre 10 mm par millivolt. Je lui ai demandé de me mettre 20 mm, le double par millivolt. Qu'est-ce qui se passe? Je refais le CG en cet étalonnage doublé. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les amplitudes vont doubler, y compris celle de l'onde de P, mais je peux la mesurer avec plus de précision. Et là, je peux dire, puisqu'elle a grandi, elle a doublé, en fait, j'ai fait comme un zoom, je peux dire qu'elle fait 5 mm. Mais 5 mm dans mon étalonnage propre, elle ferait combien d'étalonnage standard alors? En réalité? 2,5. 2,5, bravo. Et donc, je peux comparer la norme TEHA dans un livre de CG, voilà, à condition de reconvertir toujours en étalonnage standard. Vous me suivez ou pas? Bien. Un autre exemple pour bien comprendre. Imaginons dans un ECG, j'ai des ondes QRS tellement amples que le QRS de V3 chevauche avec le QRS de V2. Voilà. Là, ils ne sont pas très amples, donc ils sont bien séparés. Mais si c'était ample, s'il y avait un patient qui avait beaucoup d'étalonnage, enfin beaucoup d'amplitude, les ondes se chevaucheraient. Et quand les ondes se chevauchent, comme ça, j'ai du mal à les apprécier, à savoir où est-ce que commence une, où est-ce que finit l'autre. Est-ce que je peux les séparer pour bien les analyser? Oui, en diminuant l'étalonnage. Bravo, exactement. En divisant l'étalonnage par 2. Donc, au lieu de mettre 10 millimètres par millivolt, qu'est-ce que je mets? Juste 5. N'est-ce pas? Et donc, toutes les ondes vont diminuer de moitié. Et si je trouve une onde de R égale à 5 mm en demi-étalonnage, c'est-à-dire que c'est quoi sa véritable valeur, sa véritable amplitude standard? Je dois faire quoi? Multiplié par 2. Multiplié par 2. Donc, les 5 mm en demi-étalonnage correspondent à quoi? À 10 mm en étalonnage standard. Et l'erreur à ne pas faire, c'est quoi? C'est d'utiliser les normes en millimètres d'un étalonnage standard sur un ECG avec un étalonnage modifié. C'est une source d'erreur ou pas pour vous? Oui. Oui, exactement. Bien. Et donc, la prochaine étape, c'est de vérifier cet étalonnage, cette norme de conversion des millivolts sur l'axe vertical en millimètres et également les secondes en millimètres sur l'axe horizontal. Si l'étalonnage est standard, c'est bon. Vous pouvez utiliser directement les normes. Si l'étalonnage a été modifié pour les raisons qu'on a citées, vous devez d'abord convertir en étalonnage standard pour utiliser les normes. Bien. Alors, un dernier exemple, je peux modifier l'étalonnage maintenant de la vitesse. Pourquoi cela? J'ai envie de durer l'intervalle PR en D2. C'est le début de l'onde de P jusqu'au début du QRS, intervalle PR. C'est trop petit et j'ai du mal à bien le mesurer. Est-ce que je peux l'allonger? Oui. Oui. En faisant quoi? En modifiant l'étalonnage. Lequel? Celui de l'axe horizontal. Et je ne vais pas mettre 25 mm par seconde, je vais mettre le double, 50 mm par seconde. Qu'est-ce qui se passe? Tous les intervalles et toutes les durées d'onde vont être multipliés par 2. Au lieu d'avoir un intervalle PR comme ça,
je vais avoir un intervalle PR qui est le double. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai accéléré la vitesse du déroulement du papier. Donc, cette échelle est appelée également la vitesse du déroulement du papier. Et donc, je peux mesurer l'intervalle PR. Imaginons que je trouve 30 millimètres. Est-ce que je peux comparer à la norme en étalonnage standard? Non. Non, qu'est-ce que je dois faire? Convertir vers Diviser l'étalonnage par- standard. Divisé en deux. Ouais, divisé par 2. Donc, 30 millimètres en doublant l'étalonnage en vitesse correspondent qu'à 15 millimètres en étalonnage standard. Vous voyez? Vous me suivez ou pas? Oui. Très bien, parfait. Donc, en fait, c'est juste un piège à éviter, mais sachez que la plupart des ECG sont faits en étalonnage standard, mais il faut vérifier ça. Alors, c'est d'autant plus trompeur que l'appareil lui-même peut vous modifier automatiquement l'étalonnage. Hein. En fait, il y a deux méthodes pour faire le CG par un appareil. Soit vous le faites en manuel et c'est vous qui décidez de l'étalonnage, soit vous le faites en mode automatique et l'appareil peut prendre la liberté de modifier l'étalonnage pour que tous les angles soient bien visibles et rentrent dans une feuille de papier. Donc là, il va falloir vérifier que l'étalonnage n'a pas été modifié. S'il a été modifié, le CG est toujours interprétable à condition de convertir toutes les mesures en millimètres en étalonnage, encore une fois, standard. Bien. L'étalonnage, vous l'avez ici, doit être présent sur l'électrocardiogramme et vous devez le vérifier. Bien. Et donc, l'étalonnage standard, c'est celui-là. Et à quoi correspond chaque millimètre alors? Ça aussi, c'est peut-être utile de le savoir. Bien. Donc, on est à un standard. On avait dit quoi finalement? C'est quoi l'échelle? Faites-moi rappeler. Donc, sur l'axe vertical, 1 millivolt correspond à quoi? À 10 millimètres. millimètres. Exactement. Et donc, 5 millimètres, ça correspond à quoi? À 0,5 5 millivolts. millivolts. Exactement. Et 1 millimètre correspond à quoi? 0,1 millivolts. Voilà. Donc ça, ce n'est pas très important parce que vous trouverez les normes en amplitude toujours exprimées en millimètres et jamais en millivolts. Voilà. Encore faut-il juste s'assurer que l'étalonnage est standard, sinon vous convertissez. Par contre, sur l'étalonnage horizontal, c'est bien de savoir l'équivalent en secondes. Pourquoi? Parce qu'on peut vous exprimer le PR en secondes. On peut vous dire que l'intervalle PR, la lampe TAO, c'est entre 0,12 et 0,20 secondes. Voilà. Et ça correspond à combien de millimètres? Donc, l'étalonnage standard sur l'axe horizontal, c'est 25 millimètres par seconde. Yak. Si je divise par 5, ça fait 5 millimètres par le cinquième d'une seconde. Le cinquième d'une seconde, c'est 0,2 secondes. Et donc, un gros carreau sur l'axe horizontal en étalonnage standard, un gros carreau qui fait 5 millimètres, correspond à combien? À 0,2 secondes. Bien. Si je divise encore par 5, ça me tient 1 mm. 0,2 par 5, ça fait combien? 0,04. Et un petit carreau en étalonnage standard sur l'axe horizontal correspond à 0,04 secondes. Alors, je vais vous poser une question. L'intervalle PR normal se situe entre 0,12 et 0,20 secondes à l'état normal. Et donc, combien de millimètres? 5 millimètres. Non, mais il y a deux chiffres. Hein. C'est un intervalle entre et entre. C'est entre 3 et 5 exactement. Donc, vous pouvez trouver sur un livre de CG l'intervalle PR normal, c'est entre 3 et 5 mm. Ou là, vous pouvez trouver dans un autre livre l'intervalle PR normal entre 0,12 et 0,20 secondes. C'est la même chose. À condition que les millimètres soient exprimés en étalonnage standard. Voilà. C'est bon? Est-ce que vous avez compris cette notion d'étalonnage et son importance et comment éviter le piège du changement de l'étalonnage? Si vous avez compris ça, je suis heureux. Bien. Dernier élément. Alors, pourquoi on a choisi ces chiffres
pas d'autres. Pourquoi c'est 10 mm en standard et non pas 20? En fait, on a choisi un petit peu les normes. On a essayé plusieurs normes. Et ces normes-là, 25 mm pour une seconde et 10 mm pour un millivolt, ben, c'est ceux qui donnent l'aspect visuel le plus agréable de l'ECG. Voilà. C'est-à-dire ça vous donne des ondes d'une importance suffisante pour être vues, sans que ça soit trop ample pour se chevaucher. Et donc, vous voyez que le rendu visuel ben, de l'ECG est agréable. C'est pour ça qu'on utilise ça comme étalonnage standard. Est-ce que c'est acquis? Est-ce qu'on passe à la prochaine étape? Oui, docteur. Oui, parfait. Donc, نعاود نوليو souris. Oups. Donc, vérifier l'identité du patient, identifier le CG, mettre la date et l'heure, vérifier l'étalonnage. Quatrième étape, vérifier la qualité du tracé. Alors, ça veut dire quoi vérifier la qualité du tracé? Alors, ça veut dire que est-ce que notre tracé est d'une qualité suffisante pour être interprété? Bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des conditions. La première condition, il faut que la ligne de base soit rectiligne, horizontale. Il ne faut pas qu'il y ait des lignes qui montent comme ça ou qui descendent. Voilà, ça c'est un critère de mauvaise qualité. Il faut que la ligne de la dérivation reste horizontale. Si elle fait ça, si elle monte, c'est un ECG de mauvaise qualité. Deuxièmement, quand il n'y a pas d'activité électrique, c'est-à-dire entre les QRS, il faut que le tracé soit droit. Si vous avez un tracé qui trémule rapidement, lentement, c'est qu'il y a des parasites. Troisième critère de qualité, il faut qu'il y ait au moins 6 dérivations, au moins 12 dérivations dans 6 frontales et 6 précordiales. On va vérifier cela tout de suite. Donc, est-ce que ce tracé est de bonne qualité? Donc oui, il me semble de bonne qualité. Pourquoi? Premier critère, il n'y a pas de trémulation en ligne de base. Quand il n'y a pas d'activité électrique, la ligne de base est rectiligne. Deuxième critère, la ligne des dérivations est horizontale. Elle ne varie pas, n'ondule pas comme ça. Voilà. Et troisièmement, cet ECG contient bien les 12 dérivations, dont 6 sont frontales et 6 sont précordiales. Et donc, c'est un ECG qui est complet. Il n'y a pas une dérivation qui manque. Ça. Mais pourquoi un ECG standard contient 12 dérivations alors qu'on a placé 10 électrodes? Je pense qu'on a répondu à cette question dans le premier TD, mais qui peut me faire rappeler la réponse? Car une dérivation, c'est deux pôles, donc 2 électrodes. 2 dérivations, exactement. Donc, une dérivation n'est pas synonyme d'électrode. En fait, une dérivation, c'est quoi? C'est un jeu d'électrodes, une combinaison d'électrodes. Bien. Et donc, je vais combiner les 4 électrodes, par exemple, périphériques. Je mets sur les épaules et les jambes pour avoir quoi? Pour avoir les 6 dérivations périphériques. Alors, comment je les combine? Donc, une électrode peut être utilisée comme pôle négatif, une électrode peut être utilisée comme pôle positif. Et je les combine ainsi. On va faire appeler ça rapidement. Bien, donc je vais aller sur mon schéma. Très bien. Alors, si j'utilise l'électrode de l'épaule droite, n'est-ce pas, comme pôle négative, alors elle porte quelle couleur celle-ci? Rouge. Rouge. Rouge, bravo, exactement. Donc, si j'utilise l'électrode rouge comme pôle négative, et l'électrode de l'épaule ou du bras, c'est la même chose. Là, je la mets au bras ou l'épaule, ça montrera le même tracé. Et l'épaule, l'électrode jaune comme pôle positif, j'obtiens quoi? J'obtiens une dérivation. Une dérivation qui va être un axe horizontal. J'applique 1. Alors là, remarquez une chose, j'ai utilisé une seule électrode comme pôle négatif et une seule électrode comme pôle
positif, ça m'offre une dérivation dite standard, une dérivation dite aussi bipolaire, une véritable bipolaire, c'est-à-dire que chaque électrode est utilisée comme pôle. Maintenant, je peux utiliser la même rouge, celle de l'épaule droit, comme toujours pôle négative, et celle de la jambe, la verte, la jambe gauche comme pôle positif. J'obtiens une deuxième dérivation qui va être orientée toujours du point négatif à le point positif, et elle va être comme ça verticale. Voilà, un petit peu en biais que j'appelle D2. Bien. Alors, remarquez une chose, c'est qu'une électrode, en l'occurrence rouge, peut être utilisée, une seule électrode, comme être utilisée par deux dérivations en même temps. Hein. C'est possible tout ça. Hein. Bien. Alors, ça, je l'ai dit, hein, mais bon, je suis en train de répéter pour que ça... Alors, cette fois-ci, je peux utiliser maintenant l'électrode jaune, donc épaule gauche, comme pôle négatif cette fois-ci. Voilà. Et toujours la jambe gauche comme pôle positif. Et là, j'obtiens une troisième dérivation orientée un petit peu comme ça. Et je vais appeler D3. Et j'obtiens trois dérivations bipolaires standards qui sont D1, D2 et D3. Voilà. Troisième information importante, une électrode pour une autre dérivation. Oh là là, on n'arrête pas de m'appeler. Excusez-moi juste 2 secondes. Là, je suis à vous dans 2 secondes. Oui, Riyad. Ok, d'accord. Bien. Très bien. Et donc, j'ai combiné un petit peu les électrodes, hein, des bras et des jambes, pour avoir 3 dérivations standards. Une autre manière de procéder, c'est d'utiliser une électrode comme pôle positif et toutes les autres comme pôle négatif. Et là, j'obtiens ce qu'on appelle des dérivations unipolaires. Voilà. En fait, c'est forcément unipolaire. Hein. L'électricité, c'est toujours entre deux pôles. Voilà. Mais comme le pôle négatif, c'est tout le reste, c'est un pôle un petit peu virtuel. Donc, il y a un pôle positif qui est une électrode et tout le reste, c'est un pôle négatif. Et donc là, je peux avoir d'autres combinaisons. Si j'utilise celle du bras ou l'épaule gauche comme pôle positif et tout le reste comme pôle négatif, même les précordiales d'ailleurs, j'obtiens quoi? Une dérivation que je vais appeler AVL. Voilà. Quand j'utilise les autres électrodes comme pôle négatif, j'obtiens un pôle négatif virtuel qui est à mi-distance entre le reste, qui se situe virtuellement pratiquement au centre du cœur. Donc, on va dire que le pôle négatif est le centre du cœur et le pôle positif d'AVL, c'est l'épaule droite. Si j'utilise maintenant la rouge épaule, gauche, droite, excusez-moi, comme pôle positif, j'obtiens une autre dérivation que j'ai appelée AVR. Dérivation périphérique unipolaire. Jambe gauche, cette fois-ci, comme pôle positif. Tout le reste comme pôle négatif. Ça va être quoi? AVF. Voilà. Et je complète mes dérivations standards par 3 dérivations unipolaires. AVL, AVR et AVF. Bien. À cela, je rajoute les dérivations précordiales. Mais les dérivations précordiales, toutes, sont utilisées en mode unipolaire. C'est-à-dire que l'électrode en question et le pôle positif, tout le reste joue le rôle de pôle négatif. Et donc, le nombre de dérivations, cette fois-ci, va être égal au nombre d'électrodes. Et donc, si je mets 6 dérivations précordiales, je vais avoir combien, enfin 6 électrodes précordiales, je vais avoir combien de dérivations précordiales? 6. 6, voilà. 6 plus 6, ça fait 12. Et ça me fait mon 12 dérivations standards. Bien. 12 dérivations standards qui contient quoi finalement? 6 dérivations périphériques, c'est le fruit des électrodes des jambes et des bras. 6 dérivations précordiales, le fruit des électrodes précordiales. Parmi les 6 périphériques, 3 sont bipolaires vrais
standards, D1, D2, D3, et 3 sont unipolaires, périphériques, AVR, AVL, AVF. Et toutes les 6 dérivations précordiales sont comment? Unipolaires. Ouais, faussement unipolaire, exactement. Ouais. C'est bon? Très bien. Oui. Donc, est-ce que cette ECG qu'on est en train d'interpréter est de bonne qualité? Oui, puisqu'il contient 6 dérivations, dont 3 dérivations périphériques, 3 dérivations précordiales. Très bien. Question. Enfin, question, non. Je continue plutôt. Donc, non seulement il doit contenir 6 dérivations, mais il faut qu'il soit de longueur suffisante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur des dérivations doit être suffisante. C'est quoi une longueur suffisante? Je dois avoir au moins 6 complexes QRS, 6 battements cardiaques. Voilà, c'est-à-dire si vous avez un ECG, comme ça, je vais essayer de le dessiner. Bien. Dessiner, je vais peut-être partager un tableau blanc. Si j'ai un ECG comme ça, voilà, j'ai D1, D2, D3, AVL, AVF, AVR, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Déjà, j'ai une bonne chose, j'ai les 12 dérivations. Mais si j'ai un seul complexe, un seul battement par dérivation, est-ce que cette ECG est de bonne qualité ou la qualité suffisante pour être interprétée? Non. Pourquoi non? Alors qu'il a 6 dérivations. C'est que chacune des 6 dérivations n'est pas assez longue. Elle contient juste un seul complexe QRS. Ou même 2, même si c'est 2. Pourquoi c'est important d'avoir plusieurs battements cardiaques, plusieurs complexes QRS, à votre avis? Pour les extrasystoles. Par Non, exemple. pas vraiment, non. Non, c'est un truc plus basique que ça même. Hein. Parce que sur l'électrocardiogramme, vous devez un petit peu calculer la fréquence cardiaque. Mais vous devez analyser aussi le rythme, est-ce qu'il est régulier ou pas. Donc, si vous avez un seul complexe QRS, est-ce que vous pouvez déterminer la fréquence cardiaque? Ben, tu ne peux pas. Ben, tu peux, par exemple, calculer la fréquence cardiaque en prenant le pouls d'un patient. Est-ce que tu poses ton doigt sur son pouls? Dès que tu ressens un battement, tu lui dis la fréquence est de 60. Est-ce que tu peux faire ça? Ben non. Il faut avoir au moins 2 complexes QRS pour savoir, pour calculer la fréquence. Encore faut-il que ça soit régulier. Hein? Voilà. Et la fréquence cardiaque va être représentée par le temps qui sépare les 2 complexes QRS. Ben, c'est ça la fréquence cardiaque. Très bien. Maintenant, est-ce que si tu as juste 2 complexes, est-ce que tu peux dire que le rythme est régulier? Ben non, il te faut au moins 3 complexes QRS. Au moins, un minimum. Hein? Et comment tu peux juger d'un rythme régulier, à ton avis? Quel va être sur l'électrocardiogramme le représentant du rythme régulier? Répondez-moi à ça. C'est lorsque l'espace entre les complexes QRS est le même. Bravo. Si l'espace reste le même, c'est que le rythme est régulier. Si l'espace varie beaucoup, c'est que le rythme est irrégulier. Donc, vous devez avoir au moins 2 espaces et donc au moins 3 complexes QRS. Au moins. Hein? Voilà. Mais si on veut analyser plus sérieusement le rythme, je dois avoir au moins 6 complexes QRS. D'accord? Donc, pour dire que mon tracé est de bonne qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes que mon tracé ECG que j'ai enregistré là à l'instant me permet de calculer et la fréquence cardiaque et d'apprécier la régularité ou pas du rythme. Mais il doit comporter au moins 6 complexes QRS. Vous me suivez ou pas? Oui, docteur. Très bien. Bien. Docteur, Sauf- c'est complexe par dérivation. Ah ben, c'est la question que j'allais poser, justement. Sors de ma tête, s'il te plaît. Donc, est-ce que je dois prolonger sur les 6 dérivations?
ça ne permet pas d'être très réaliste. Pourquoi ça ne permet pas d'être très réaliste? Parce que finalement, je vais avoir un électrocardiogramme très lent, n'est-ce pas? Voilà. Donc, imaginons que je prenne pour chaque dérivation 6 complexes QRS. Alors, je vais avoir 6 complexes QRS sur D1. Donc, ça prend déjà une forme A4. Je dois avoir 6 complexes US sur AVR, 6 sur V1. Et ça va me prendre un ECG qui fera 4 ou la 5 pages. Et là, ce n'est pas très écologique, n'est-ce pas? Il faut penser aussi à la planète. Donc, comment faire entrer tout ça dans une feuille A4, une seule, tout en ayant 6 complexes QRS? Ben, la réponse est toute simple. Le rythme, c'est le même. Le rythme cardiaque, c'est le même. Qui doit être capté par D1 ou D2, ben, ça va être les mêmes événements. D'accord? Et donc, est-ce que je suis obligé d'analyser le rythme cardiaque et la fréquence en D1 et l'analyser de nouveau en D2 et puis en D3 et puis en V1 et puis je ne sais plus quoi? Non. Puisque c'est la même fréquence et le même rythme, c'est le même cœur, n'est-ce pas? Enregistré selon des angles différents. Une seule dérivation suffit pour analyser la fréquence et le rythme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept? Oui. Exactement. Et donc, au lieu de prolonger toutes les dérivations pour au moins avoir 6 complexes QRS, il suffit de prolonger une seule. Donc, je choisis une, ma préférée. Je peux choisir le D2 et je vais prolonger le D2 sur toute la longueur du tracé. Voilà. Ce qui permet d'avoir quoi? En plus d'un 12 dérivations standard, un D2, une dérivation qui est le D2, qui est prolongée sur toute la longueur du QRS, du tracé. Voilà. En fait, c'est une feuille A4 à l'IA, mais sur une feuille A4, vous avez 2 électrons imprimés dans la même feuille. Vous avez un 12 dérivations standard, celui-là, et puisqu'il me reste du papier en bas, je peux prendre une dérivation et je l'allonge sur toute la longueur du tracé, ce qui m'offre une dérivation assez longue pour contenir 6 complexes QRS. Est-ce que j'ai 6 complexes QRS? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12. 12 étant supérieur à 6. Mon tracé ECG est de bonne qualité. Monsieur, on choisit manuellement, c'est automatique. Oui, ben on peut choisir manuellement. On peut choisir, je peux faire un V5 lent. Je peux faire un D1 lent. Je peux faire varier. Mais là, j'aime bien le D2. Pourquoi c'est le D2? Parce que c'est une dérivation qui voit très bien l'onde de P, qui voit très bien le QRS. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Et quand on fera la suite, on va expliquer pourquoi le D2 voit bien à la fois l'onde de P et le QRS. C'est pas toi, non, ben, c'est pas toi, Hamidi. Effectivement, la distance entre les QRS en bas n'est pas la même. Alors, Hamidi, Manal, tu conclus à quoi, Manal? Exactement, voilà. Ben, écoute, tu commences à bien interpréter le CG. Donc, j'ai déjà une information de cette ECG. Je remarque que la distance entre les QRS ben, est variable. Regardez, là, elle est grande, là, elle est petite. C'est pas la même. Donc, le rythme est régulier. Voilà. Donc, il y a une arythmie. Exactement. Le rythme n'est pas régulier. J'aurais pris un ECG trop court. J'aurais pris que ça. Hein, juste 3 complexes QRS, n'est-ce pas? Eh bien, j'aurais conclu un rythme régulier à tort. Vous voyez? Et donc, pour bien interpréter le rythme, il faut que le CG soit assez lent, mais pas tout le CG, au moins une dérivation, D2 par exemple, qui doit contenir au moins 6 complexes QRS. Bien. Est-ce que c'est bon? Oui ou pas? Oui. Oui, docteur. Très bien. Bien. Alors, je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Et on peut continuer demain ou après-demain le TD. Pas non plus trop vous surcharger.
Et sans vouloir vous cacher ça, mais moi je suis un peu fatigué, je suis en post-garde et j'ai passé une garde, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Donc je vous propose qu'on s'arrête ici et qu'on continue notre progression du TD et de l'interprétation peut-être demain, voilà, si vous êtes disponible ou après-demain. D'accord? On fait ça? Oui, docteur. Très bien. Alors, essayez de réviser un petit peu ce qu'on a fait. Voilà, reprendre le partage. Essayez un petit peu de réviser les notions qu'on a faites aujourd'hui. Et on continuera avec l'interprétation demain. Est-ce que vous serez disponible la matinée éventuellement demain matin? Oui. Normalement disponible. Pardon? Normalement, il est disponible, oui, docteur. Très bien. Donc, on continuera demain matin, 9h30. On va dire 9h30 pour commencer à 10h moins quart comme aujourd'hui. Essayez de vous connecter à 9h30. Inch'Allah. Bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait là jusqu'à maintenant? Monsieur, moi j'ai une question. Est-ce que l'ECG peut être fait par n'importe qui, par exemple par un paramédical, ou ça doit obligatoirement être fait par un cardiologue? Ah, ça c'est une excellente question. Qui peut lui répondre? Ça peut être fait par un paramédical. Exactement. Donc, faire l'ECG est un acte paramédical. C'est le paramédical qui est censé le faire. Mais le médecin a une responsabilité dans la réalisation de l'ECG. Laquelle? L'interprétation. Non, avant. Vérifier s'il est bien fait. Vérifier sa qualité, exactement. Voilà. Donc, c'est l'infirmier qui le fait, mais s'il est de mauvaise qualité, vous exigez qu'il soit refait. D'accord? Donc, c'est lui qui fait l'ECG, mais le produit final, la qualité du produit, c'est votre, même si c'est lui qui le fait, c'est votre responsabilité. Donc, à vous de vous assurer qu'il est d'assez de bonne qualité et de le faire refaire le cas échéant s'il est de mauvaise qualité. Bien, très bonne question. Bien. Maintenant, même vous devez connaître la technique, hein, même si c'est lui qui l'a faite, parce que lui il peut se tromper. Voilà. Donc, normalement, quand il fait, vous devez surveiller ce qu'il est en train de faire. Ne pas mettre les électrodes n'importe comment, les mettre sur des endroits bien définis, qui sont des endroits conventionnels, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas eu beaucoup de questions. S'il n'y a pas eu beaucoup de questions, c'est deux choses l'une. Ou vous avez tout compris, ou bien on n'a rien compris. J'aime à croire que c'est la première. Hein. Alors, peut-on rapporter la séance de demain? Voilà, pourquoi on la rapporte? Pourquoi on la rapporterait? Manel, tu as un empêchement? Alors, vous voulez demain ou lundi? Oui, mais malheureusement, Manel, tu es la seule à vouloir ça. Hein, donc, peut-être pas reporter tous pour... Alors, demain ou lundi, répondez-moi. Ouais, je pense que c'est... Dites lundi. Tu fais une campagne de pub ou pas? Alors, on va peut-être faire demain. Il faut qu'on avance. Alors, l'enregistrement, je ne suis pas très chaud pour l'enregistrement. Par contre, on fera par petites parties. Donc, demain, avant de commencer la deuxième partie, on fera une révision de la première partie. Et si tu rates demain, Manel, quand on fera la troisième partie, on révisera la deuxième. Donc, t'inquiète pas. Bien. Alors, pourquoi les précordiales sont dites unipolaires? Encore une fois, c'est faussement unipolaire. Hein. Voilà, unipolaire parce que j'identifie bien le pôle positif. Donc, j'ai un pôle positif. Et le pôle négatif est mal identifié parce que c'est tous les autres électrodes. Ce n'est pas une seule électrode. Et quand j'utilise tous les autres électrodes, ça me crée un pôle virtuel un petit peu au centre du cœur. Voilà, c'est un petit abus de langage. Bien. Maintenant, il y a une question à laquelle j'attendais que vous n'avez pas posée. Est-ce que je peux poser les questions que vous ne posez pas vous? Alors, comment calculer la fréquence cardiaque? Ça viendra demain, Inch'Allah. La question que vous ne m'avez pas posée, c'est quelque chose qu'on n'a pas utilisé. Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé comme électrode? Celle de la jambe droite. Exactement, voilà, la noire de la jambe droite. Et elle sert right foot, exactement. Pas right foot. Hein.
Alors, leg plutôt, hein, ses jambes, pas faute ses pieds. Alors, pourquoi on n'a pas utilisé la droite? Elle sert à quoi la droite? Mhm. En fait, la droite, elle sert à un petit peu déparasiter la peau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toutes les électrodes qu'on va récupérer, on va soustraire le potentiel de la peau. Et donc, il faut qu'on ait, voilà, elle joue le rôle un petit peu de la terre, exactement. Donc, on va soustraire, pour capter uniquement l'électricité du cœur, à tout ce qu'on capte dans les autres dérivations, l'électricité à la surface de la peau, l'électricité statique de la peau. Donc, je dois avoir un échantillon de ce potentiel et j'utilise la jambe droite comme recueil de l'électricité cutanée que je vais soustraire à toutes les électrodes. Donc, elle joue un rôle de terre, effectivement. Bonne réponse. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur, s'il vous plaît, on a une différence entre rythme sinusal et régulier. Il y a une différence entre les deux. Entre quoi et quoi? Entre un rythme sinusal et régulier. Oui, bien sûr. Donc, le rythme peut être sinusal et irrégulier, comme le rythme peut être sinusal et régulier. Les deux cas de figure peuvent se voir. Bien. Quelle est la différence entre les deux? Ça, on va le voir demain. D'accord. Voilà. Oups, là, je suis en train de descendre encore plus. Voilà. Bien, d'autres questions ou pas? Docteur, j'ai une question. Vas-y. Pour les ventouses postérieures et les ventouses V4R et V3R, est-ce qu'on les met en même temps? Ou bien il suffit de mettre les ventouses postérieures toutes seules? Bon, on peut les mettre en même temps. Hein, on peut les mettre en même temps. Voilà. En fait, en réalité, je n'ai pas plus que 6 précordiales. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer. En fait, on déplace les électrodes. Donc, je vais par exemple prendre V2, V3 et les mettre à droite. Et puis, je vais prendre V4, V5, V6 et les mettre en V7, V8, V9. Je vais imprimer le tracé ECG, n'est-ce pas? Quand je lis V3, VR, V4, je vais barrer V3, je vais mettre V3R. Voilà. Mais on a dit que chaque électrode avait sa position, qu'il fallait la respecter. Je comprends, mais c'est toi qui ne m'as pas compris. Et donc, V4, V5, V6, je vais barrer, je vais mettre V6, V7, V8, V9. Voilà. Je vous explique le problème et la solution. Vous avez un appareil de CG. L'appareil de CG fait un fil. Et où le fil fait rouge. Alors, je vais vous mettre le schéma de l'appareil de CG. Voilà. Nouveau partage. Voilà. Vous avez le partage ou pas? Voilà. Avec l'appareil de CG. Donc, l'appareil de CG, vous avez que 6 fils. Comme 17 fils. Comme que 10 fils, 10 électrodes. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment pourrais-je faire un 17 dérivation avec juste 6 électrodes précordiales? À votre avis? On fait un premier tracé avec les électrodes placées comme on a dit, et après on fait un deuxième en changeant de place. Voilà, exactement. Tu as bien compris. Donc, je vais faire quoi? Je vais prendre V3 et V4. Je vais les décoller et les mettre à droite. Et je vais prendre je peux prendre V2 là. Je vais prendre V4, V5, V6 et je vais les mettre dans le dos. Mais l'appareil, c'est pas que j'ai déplacé. Donc l'appareil va m'imprimer un ECG. Voilà. Il va m'imprimer ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que dans le deuxième tracé que j'ai pris, j'ai modifié le positionnement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon tracé. Je sais que dans un deuxième temps, j'ai modifié V4, V5, V6 et je l'ai mis dans le dos. Donc, je vais faire quoi? Je vais barrer V4. Finalement, c'est V6, V7. Là, c'est plus V5 parce que j'ai modifié le positionnement. Je vais mettre V8. Et là, je vais mettre quoi? V9. Vous me suivez ou pas?
Bon, V1, je ne l'ai pas modifié. V2, V3R, je l'ai mis à gauche. On va aller tous les V3R. On va aller tous les V4R. Vous me suivez? Oui. Voilà. Donc, finalement, j'ai déplacé les électrodes, mais je dois corriger aussi sur le tracé parce que l'appareil, lui, il est bête et discipliné. Hein. Lui, ce qu'il reçoit par V6, ça peut être que V6. Comme j'ai déplacé V6 en V9, ce qui m'imprime où en étant V6, je le barre et je le mets V9. Voilà. Donc, je ne peux pas faire un 17 dérivations simultanément. Je fais mon 12 dérivations standard, je déplace les électrodes et je complète par le 17 dérivations. Mais est-ce qu'on peut placer n'importe quelle électrode, par exemple, à la place de V9, ou c'est obligatoirement V6 qui doit Non, donner le V9? n'importe quelle électrode. Voilà. Je peux prendre V1 et la mettre en V9. D'accord? Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? C'est là où je corrige V9. Ça me tenait, selon ce que j'ai fait. Docteur, Oui. s'il vous plaît, quelle est l'indication de ce déplacement des électrodes? Ça, c'est une très bonne question, mais je pense qu'on a déjà répondu partiellement. C'est qu'un 12 dérivation, c'est très bien, mais ça ne permet pas, sur le plan ischémique, d'analyser la totalité du cœur. Il y a une partie qui nous échappe, c'est la partie postérieure et le ventricule droit. Et donc, spécifiquement pour les cardiopathies ischémiques, un 12 dérivation devient insuffisant. Donc là, je dois compléter par un 17 dérivation. Donc l'indication est très simple, c'est la douleur thoracique, tout simplement. Quand tu fais un ECG pour une douleur thoracique, ne fais plus un 12, fais un 17. Si tu le fais pour une autre raison qu'une douleur thoracique, un 12 dérivation suffit. D'accord. Voilà. D'autres questions? Bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, ben, écoutez, je vous dis donc à demain, 9h30, Inch'Allah. Voilà. Passez une excellente fin de week-end. Essayez juste de revoir un petit peu ce qu'on a fait. Et on complétera, on fera une petite révision demain et on complétera un petit peu notre TD. Voilà. À demain, Inch'Allah. Au revoir. Docteur, Oui. Oui, oui, dis-moi. Je serai tes docteur ou là, au revoir? Non, il vous a juste dit au revoir, docteur. C'est tout. Ah, d'accord. Ok, ok. Allez, au revoir, docteur. À demain, Inch'Allah. Allez, au revoir demain. Sarah, voilà. De rien, je vous remercie.